Je ne sais pas du tout le système a basculé. Il est où, Hugues? Bah, Hugues, il est en train d'essayer de régler le problème. Moi, ça y est, je suis sur le Zoom. Ok. Mais c'est pas ça. Moi, on me demande de basculer du Zoom, la caméra au Zoom. Je sais pas, il faut, elle a dû. Voilà, moi, je suis, ça y est, j'ai ouvert le Zoom. Ah, vous avez lancé le Zoom officiel? Oui. 5 personnes sont déjà. Et on est là parce qu'on est tous d'accord sur ce qui mérite. Je suis obligée de les. Là, il est 30. Je vais les accepter. Comment tu vas? Non, non, je voulais juste te proposer de t'installer. À mon avis, tu veux passer de ce côté-là ou là-bas? Les photos de quoi? Ben, oui, mais c'est normalement, c'est lui qui doit les passer, les complications aussi. Je ne sais pas, parce que le docteur m'a demandé de faire la clé avec les complications. Les complications, moi, je ne sais pas à qui le donner et je ne veux pas le faire le dernier seconde. Ben, bien sûr, sauf que là, voilà, tu peux t'asseoir ici si tu veux. Le seul souci, c'est que moi, elle ne m'avait pas prévenu qu'elle avait des photos. Et tu vois, moi, j'ai pas de. Ça, c'est pas le problème. Tu peux les passer en ligne, ça doit être quelque chose. Il faut les envoyer par email. Alors, vous me les envoyez par email et après, je les. OK? Vous me les envoyez par email. Pardon, installe-toi. 1 Helium 7. Peut-être soit tout en haut, soit tout en bas. Là, 1 Helium 7, le dernier. Ici, là. Mais je vais commencer à accepter tout le monde. D'accord, vous asseoir pour qu'on va démarrer dans 5 minutes. On a été les premiers en Europe à faire la loi. Mon laptop, ça? Non. Eh ben, elle va m'envoyer par mail les photos. Allez, installez-vous. Avancez un peu. Moi, je vais commencer. Je vais accepter les journalistes. Il faut qu'on démarre. Il faut demander le silence. Il faudrait vous asseoir. Ouais, alors juste le silence 2 minutes pour que Patricia commencer. Ça attaque les jeunes, ça gangrène, comme la mairie. C'est compliqué. Si tout le monde peut s'asseoir pour qu'on puisse commencer. Voilà, merci d'être là. Merci aux médias, télé, radio et presse écrite de nous accompagner sur ce combat. Et on va démarrer la conférence à l'instant. Donc, il y a des initiatives du syndicat Tu as un écho là, on a l'impression que dans la droite de la cour. On peut démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés. Éventuellement, je parle. Vous m'entendez très bien, j'essaye.
extrêmement décevant. Ok. Coucou. Patricia. Patricia, coucou. Enchantée. Bonjour. On te voit à la sur écran. Où est-ce qu'il est, Hugues? On va démarrer. Très bien. On peut y aller? Ok. Bonjour à tous, merci d'être venus. Vous avez compris, c'est... Pourquoi nous? Alors, je dis nous. Donc moi, je suis le docteur Catherine Bergeret-Gallet. Je représente le syndicat ainsi que le docteur Adèle Louafi, qui est le président actuel du syndicat. Moi, je suis la secrétaire générale du syndicat des chirurgiens planaires, des chirurgiens plastiques, constructrices et esthétiques. J'y tiens beaucoup parce que c'est extrêmement important de le dire. Je suis également la vice-présidente de la Société française des chirurgiens plasticiens et bien sûr membre de la SOFCPRE, qui est la Société de chirurgie réparatrice et esthétique française, qui est notre société mère. Pourquoi nous nous sommes mobilisés aujourd'hui? On voit un nombre de jeunes gens, de plus en plus, un nombre important de jeunes qui arrivent avec des complications dramatiques et c'est plus possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous voyons ces jeunes qui sont souvent entre 16 et 25 ans, qui sont harcelés sur les réseaux sociaux et qui ont affaire à des gens indélicats qui font de la publicité sur les réseaux sociaux. Alors, on voit une trentaine ou une cinquantaine de Russian Lips, donc de bouches augmentées. Et évidemment, comme vous le savez très bien, vous, journalistes qui vous occupez de santé, peut-être de justice, également de beauté ou de bien-être, on a un problème avec son image corporelle et on a besoin éventuellement de changer des petites choses, beaucoup plus que quand on a un peu plus de 35 ans. Donc, c'est très important parce que ce sont des gens jeunes qui sont fragilisés et évidemment, ils vont être injectés par des non-médecins, donc c'est de l'exercice illégal de la médecine. Les situations sont extrêmement nombreuses et parfois absolument dramatiques, pouvant aller jusqu'au décès. Le syndicat, il faut que je vous rappelle pourquoi nous l'avons créé. Nous l'avons créé il y a plus de 50 ans. C'est une association de 1901 et nous l'avons créé vraiment pour défendre notre profession, mais également la santé de nos patients. Déjà à l'époque, il y avait beaucoup de nos confrères qui pensaient que finalement, traiter la chirurgie corporelle du temps, bien qu'il y ait des chirurgiens plasticiens qui fassent de la chirurgie des parties osseuses et des chirurgiens plasticiens qui restent uniquement dans le nu. Mais traiter c'est pas uniquement, c'est pas facile, c'est extrêmement méticuleux. Donc déjà à l'époque, il a fallu expliquer aux confrères que pour faire de la chirurgie, il fallait spécialiser le faire. Spécialiser, être chirurgien, c'est quoi? C'est déjà 15 ans d'études minimum. On a un concours d'entrée de médecine qui est extrêmement sélectif en France, malheureusement, parce que plein de jeunes médecins extrêmement motivés pourraient devenir des médecins français et ils ne le sont pas. Donc un numerus clausus extrêmement serré. Ensuite, on a un concours d'internat qui est encore plus difficile. Et à l'issue de ce concours d'internat, on devient chirurgien. Il faut absolument ensuite faire un clinica de 2 à 4 ans. Et pendant ce clinica, assistant des universités et donc, c'est une formation extrêmement longue, assidue, ça demande beaucoup d'études, beaucoup de travail, et bien sûr, ça nous permet d'obtenir des connaissances extrêmement spécifiques. Nous, les chirurgiens plasticiens, on voit et on traite les conséquences dramatiques de ces injections, de cet exercice illégal de la médecine. N'importe qui ne peut pas faire des injections. Ça, on va tous vous le dire, que ce soit le docteur Louafi, Poignonnec, Savoy, Debré, c'est impossible. Les chirurgiens plasticiens sont des médecins esthétiques qui ont été formés à faire des injections, ce sont des dermatos. On ne peut pas être gynécologue et subitement se dire, bah, tiens, je vais injecter les lèvres. Non, ça ne marche pas. Il y a une petite parenthèse pour les chirurgiens dentaires qui, normalement, ne peuvent injecter que la sphère orobuccale. Donc, c'est extrêmement important de le préciser. Nous nous battons pour la santé de nos patients, mais aussi pour la réputation de notre profession. Vous l'avez compris. On est là pour aussi profession. Qu'en dira-t-on? Parce que chaque fois qu'il y a une complication de chirurgie ou de médecine esthétique, on dit « Ah, c'est la chirurgie
réparatrices et esthétiques. Non, absolument pas. Actuellement, il y a énormément de complications et elles sont dues à ces actes d'exercice illégal de la médecine. Donc c'est un vrai, vrai fléau. Les injections ne peuvent être faites que par ça. Pourquoi? Parce que ça pénètre la peau, donc il y a une intrusion dans le derme. Il faut connaître l'anatomie, on va tous vous le répéter, mais il faut aussi savoir quelles sont les conséquences, quels sont les produits qu'on injecte, est-ce qu'il y a des effets secondaires, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, si l'une d'entre vous a été injectée, ou l'un d'entre vous, les hommes aussi viennent à la médecine esthétique. Il peut y avoir un petit peu d'irritation, d'inflammation. Ça, c'est pas grand-chose, c'est un effet secondaire, mais bénin. Si, par exemple, vous avez énormément d'œdème, c'est un peu plus compliqué. Et évidemment, s'il y a une infection, c'est une vraie complication. Donc, c'est vrai que ces gens qui font illégale de la médecine, ils mettent en danger la vie de ces jeunes patients. C'est souvent des jeunes patients, mais ils les mettent vraiment en danger. Parce que les produits de comblement, ça me passionne. Et en voyageant, on voyait que dans des pays où la régulation n'est pas très forte, ou voire inexistante, notamment en Amérique du Sud, au Mexique, en Asie, où il y a des chirurgiens et des médecins extrêmement talentueux, mais il y a aussi des dérives locales, un peu de corruption, et malheureusement, dans certains pays, il y a beaucoup d'exercices illégaux de la médecine, des cas de décès de femmes qui mouraient dans des hôpitaux parce qu'elles avaient été injectées au niveau du visage et surtout au niveau du corps avec des produits absolument invraisemblables, comme de l'huile de paraffine, de l'huile de silicone industrielle, des morceaux de plexiglas dilués dans de l'huile de vidange. Donc c'est monstrueux de faire des choses comme ça, et évidemment ce sont des réseaux quasiment mafieux, en tout cas de malfaiteurs. Les gens payent généralement en espèces, donc il y a vraiment une activité parallèle d'exercice illégal de la médecine qui contribue dans certains pays à l'économie, mais qui tue les... Nous avons les pouvoirs publics, nous avons, le docteur Louafi va insister là-dessus, on a écrit récemment aux pharmaciens, on a écrit récemment également au Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre, il ne peut rien parce que ce n'est pas des médecins. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des dispositifs médicaux, cette agence française est systématiquement mise en copie. La direction également, nous leur avons écrit, nous avons dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Et enfin, les ARS, c'est-à-dire les agences régionales de santé, qui pourraient peut-être faire quelque chose. Docteur Adel Louafi, donc je suis le président du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Donc le premier point, comme vous l'a dit Catherine, c'est que les injections de produits de comblement. Pourquoi? Parce que dans un visage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vaisseaux, il y a des nerfs, il y a des artères. Ces artères irriguent des parties du visage. Ces artères sont en communication avec des artères de l'œil. Elles sont en communication avec des artères du cerveau. Et donc, si on ne connaît pas l'anatomie détaillée de la femme, il faut être un chirurgien plasticien ou il faut être un médecin formé à l'anatomie. Il faut connaître les techniques d'injection et les techniques de sécurité des injections. Et donc, il faut être un médecin formé aux injections. Il faut avoir l'habitude de l'asepsie, il faut avoir l'habitude de la stérilité, il faut avoir l'habitude de gérer les aiguilles. Et il faut savoir reconnaître les complications. Ces complications, elles doivent être exceptionnelles. Et si elles arrivent, il faut savoir les reconnaître tout de suite, c'est une question d'heure, et il faut savoir agir tout de suite avec l'antidote qui est disponible chez les médecins, et il faut savoir éventuellement sinon traiter par antibiotiques si nécessaire. Donc, tout cela a quel but? Le but, il est simple, il est d'éviter ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des catastrophes
des situations de drame humain avec des conséquences qui sont irréversibles et des catastrophes au niveau du visage ou des accidents cérébraux. Donc, quel est le cadre légal de tout ça? Eh bien, le cadre légal de tout ça, il est très clair, il n'y a aucune ambiguïté. La Cour de cassation criminelle, qui est la plus haute autorité qui interprète les lois, a dit clairement que des injections de produits de comblement sont un acte qui nécessite de connaître l'anatomie et donc ça ne peut être fait que par un médecin. Et si c'est fait par un non-médecin, c'est un exercice illégal de la médecine. L'ANSM s'est exprimée sur le sujet par oral, par écrit. Elle a mis dans un communiqué que l'achat, la distribution de ces produits de comblement ne peuvent être faits que par des professionnels de santé. En aucun cas un particulier ne doit pouvoir se procurer ces produits qui sont dangereux. Et elle a alerté également sur les contrefaçons. Et les laboratoires ont précisé dans leur notice par des médecins et des médecins formés. Et enfin, au niveau européen, il ne s'agit pas d'une position française, au niveau européen, de sécurité, et qui sont parfois auto-formés, qui ont des de praticiennes russes, dites russes, qui apparaissent, qui disparaissent, qui font des botox parties. Et puis, ça se passe où? Eh bien, ça se passe dans des instituts, entre une pose de faux ongles et une épilation du sourcil. Et puis, ça se passe dans des appartements. Ça se passe dans à coucher. Il y a des personnes qui consultent et qui injectent dans leur chambre à coucher. Donc, et qu'est-ce qui est injecté? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est injecté? Eh bien, on n'en sait rien. Parce que c'est quoi? C'est des produits de contrefaçon, c'est du matériel, c'est interdit en France, c'est de l'acide hyaluronique en vrac, qui est de la mixture, de la purée d'acide hyaluronique, qui est pasteurisé, qui est produit on ne sait pas comment, ou parfois des circuits tout simplement sur Internet. Donc, en tout cas, on ne sait jamais, quand il y a une complication, ce qui a été injecté. Et comment c'est utilisé? Comment c'est injecté? C'est injecté avec des aiguilles. Et comme la gestion des aiguilles nécessite elle-même une logistique, il est très probable que ces aiguilles sont réutilisées d'une personne à l'autre, de façon à limiter le stock d'aiguilles et l'élimination des déchets. Et sont jetés dans les poubelles, puisqu'il n'y a pas de collecteurs sont disponibles chez les professionnels. Elles sont jetées dans les poubelles, elles sont ramassées par les éboueurs qui sont en danger. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Et puis, également, elles sont parfois injectées avec des stylos injecteurs. Donc c'est des stylos alors que l'acide hyaluronique est fait d'après les fabricants et il est fait pour être injecté de façon précise, méticuleuse, soigneuse dans des plans anatomiques. Certainement pas pour être pulvérisé dans le visage de quelqu'un. Et ces stylos injecteurs ont été interdits par la NSM. Mais tout se fait via un recrutement sur Instagram, sur les réseaux sociaux, avec des botox parties, avec des promotions. Et puis, c'est organisé, ça devient de plus en plus organisé avec des réseaux presque mafieux. Alors, les injectrices sont des gens qui menacent les victimes et qui imposent une omerta, une loi du silence, ce qui fait que vous verrez que c'est extrêmement difficile de recueillir des plaintes de victimes, même quand il y a des catastrophes, c'est extrêmement difficile d'obtenir des témoignages. Les victimes ont peur. Et quelles sont ces victimes? On parle de jeunes filles, souvent entre 16 et 25 ans, qui sont souvent fragilisées par les réseaux sociaux.
Donc voilà, c'est de ça qu'on parle et c'est ce problème de sécurité sanitaire qu'on veut mettre sur la table aujourd'hui et dont on veut que vous vous saisissiez et que les autorités se saisissent. Alors, quelles ont été les actions du syndicat? Eh bien, face à toutes ces dérives, le syndicat a agi. Nous avons déposé 9 plaintes pénales systématiquement en copie. La direction des fraudes a été systématiquement en copie. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a été saisi sur le problème de la distribution sur Internet de l'acide hyaluronique, contrairement aux recommandations de l'ANSM. Nous avons demandé aux chirurgiens plasticiens, aux médecins de déclarer les effets secondaires. Le problème, c'est-à-dire que pour déclarer un effet secondaire, il faut savoir ce qui a été injecté. Or, la première chose, c'est qu'on ne sait pas le produit injecté, on n'a pas la référence, on n'a pas le numéro de lot, c'est-à-dire que les deux informations essentielles demandées par l'ANSM pour une déclaration, la référence du produit et le numéro de lot, ne sont pas à disposition. Donc, on ne peut pas faire les déclarations. Nous avons demandé aux autorités administratives de nous aider, nous avons demandé aux ARS, nous demandons aux ARS de nous aider sur ces problèmes de sécurité sanitaire. Nous demandons à la direction des fraudes de nous aider sur la protection des personnes. Nous appelons la direction des fraudes à nous aider sur la protection des personnes, sur l'information, sur le consentement de ces personnes à l'acte. Nous demandons à l'ANSM d'agir sur la publicité qui est faite sur ces dispositifs médicaux et sur la distribution de ces produits médicaux. Nous demandons à Instagram, nous demandons aux réseaux sociaux de prendre leurs responsabilités. Ils l'ont fait avec le Covid, nous voulons qu'ils le fassent avec ce problème de santé publique, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils stoppent ces comptes qui font la promotion d'activités illégales. Nous demandons aux blogueuses, aux influenceuses qui nous écoutent d'arrêter, de ne pas mêler leur image, leur notoriété à ces pratiques illégales, de ne pas faire tomber leurs jeunes followers dans les griffes de ces réseaux qui sont des réseaux quasi mafieux. Enfin, nous vous demandons à vous, merci d'être là, à vous les médias, de nous aider à alerter le grand public, alerter les blogueuses sur ces pratiques. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'un macaron bleu sur Instagram et des milliers de followers n'ont jamais été une garantie de sécurité, ni sur les produits utilisés, ni sur la connaissance précise de l'anatomie, ni sur la reconnaissance et la gestion des complications. On a un seul visage, ne le confiez pas à n'importe qui. Et on l'a pour toute la vie. Avant l'intervention du docteur Sylvie Poignonnec, nous allons avoir le témoignage d'une jeune femme qui est tombée dans ces réseaux. Nous avons nommé Valérie. Et c'est vraiment tout à fait typique de ce qui peut arriver. C'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes qui sont recrutées via ces réseaux sociaux. Elles tombent sur Instagram qui s'adresse aux plus jeunes. Elles vont là-bas pour demander une augmentation de bouche, Russian lips. Pourquoi? La plupart des femmes russes n'ont pas des grosses lèvres, mais ça s'appelle comme ça. Donc, ou des grosses lèvres, ou des grosses fesses, ou une augmentation des seins. Alors, actuellement, on voit énormément de complications avec des injections au niveau du nez, au niveau du visage, au niveau des fesses. Le docteur Sylvie Poignonnec les détaillera. On a même prévu un petit diaporama, j'espère qu'on pourra le passer pour toi. Et donc, cette jeune fille, elle s'est retrouvée avec des complications terribles et elle va vous les expliquer. Il va y avoir des choses, on a caché son identité parce qu'elle a été prise en compte par les autorités judiciaires. Donc, il y a une enquête de police pour faire tomber tout le réseau. Alors j'espère, elles ont peur. Hein. Et là, on ne se fait pas injecter dans les studios. Le docteur il a bien insisté là-dessus. On ne se fait pas injecter dans des botox parties, dans des
des foires de l'injectable, etc. C'est extrêmement dangereux. Ce sont des actes médicaux qui doivent être faits dans un cabinet médical. Les médecins ne se déplacent pas dans un institut de beauté via une publicité Instagram d'injecter ces produits, dont l'asepsie, donc la propreté de la peau n'a pas été respectée, la technique d'injection n'était pas bonne, et bien souvent, même si les produits sont réels et existent officiellement en France, eh ben, on se retrouve avec des complications. Et là, cette jeune femme a des abcès multiples et bien entendu des séquelles. Si on peut, on peut mettre la clé USB puisqu'on a du mal à avoir le témoin. On peut mettre. On peut mettre la clé USB, ça va aider le docteur Pognonnet. Je continue. Donc, d'autres exemples. On a aussi, bien sûr, des hommes qui ont des accidents, parce que c'est vrai qu'avec un... Ici, madame, on peut changer dans des instituts de beauté ou dans l'IA pour avoir des injections qui vont les rendre plus beaux. Et ça se termine par des complications dramatiques. Vous le savez bien, puisque récemment, il y a 2 ou 3 blogueuses qui, bon, alors, les obligations peuvent être par n'importe qui, hein, mais qui ont été injectées. Nous aider avec le Wi-Fi. Et je peux vous en parler pendant des heures, hein, mais c'est vrai que, bah oui, parce qu'on a été confrontés. C'est vrai que dans les années 2000, cet exercice illégal, il était quasiment inexistant. Parce qu'on avait bien fait la police, entre guillemets. Nos confrères médecins savaient très bien qu'il ne fallait pas injecter si on n'était pas formé. Et il n'y avait pas de problème de vente sur les réseaux Internet et on n'avait pas ces injections de silicone industriel, c'était rarissime. Alors, on avait effectivement quelques incidents de temps en temps qui arrivaient dans les hôpitaux généraux, notamment des jeunes qui voulaient modifier leur apparence corporelle, mais on n'avait quasiment pas de complications. Est-ce que tu peux présenter sans présentation? Ah non, non, c'est pour les images, c'est les images qui sont intéressantes. Donc, on va y arriver. Hein. C'est juste là. Mais vous verrez mieux avec des photos. Oui. En fait, Parce que tout le monde il n'y a pas non plus Il y a des photos sur une clé USB qui pourraient aider Madame Poignonnet. On en est où de ma clé USB? Eh bien, essayons de la mettre au moins. Si ça va peut-être... ça va vous permettre de comprendre l'étendue des dégâts. Parce que c'est vrai que quand on voit quelques petites complications avec des cicatrices... Alors voilà. Ça, alors non, ça c'est toutes des patientes que j'ai soignées, mais alors
Madame Poignonnette va vous l'expliquer. Donc, la première patiente, elle avait eu des injections, c'est les patients du Moyen-Orient, des injections de produits de comblement au niveau du visage qui n'étaient pas autorisées. Enfin, à l'époque, qui étaient partiellement autorisées en France, elle s'était retrouvée avec des accès multiples. Il faut donc faire une chirurgie large, une voie de lifting, pour aller récupérer le maximum de ce produit dangereux. Donc, ce n'est pas facile. Là, c'est une jeune femme qui avait été injectée par du silicone. Là, ce sont des modules. Donc, vous voyez que le produit, pas forcément anodin, il peut y avoir des partage d'écran. donc, comme c'est un diaporama, donc les nodules ne se voient pas forcément tout le temps, mais en tout cas, on en a une certaine perception et ça gêne. Certains nodules sont comme des pierres, donc ça fait mal. Ça, c'est du silicone. Là, c'est juste un partage. On avait un autre produit en France qui s'appelait bioalcamide et dans d'autres pays, ça s'appelait Aqualift, qui est un mélange de polyalkylide. C'est un terme, c'est du chinois pour vous, mais ce sont des substances qui, biochimiquement, à un moment donné, ont été utilisées comme produits de filler. Alors, ça passe en diaporama de façon, bon, toujours on revient sur le silicone. Je meuble un peu, mais c'était finalement utile, cette clé USB, en attendant. Et ça, c'est très difficile. Alors, il faut absolument, quand c'est des silicones non médicaux, eh bien, il faut désépaissir la lèvre. C'est extrêmement difficile. C'est des chirurgies terribles. Là, les fesses injectées au niveau des... Une patiente que j'ai prise en charge, donc elle avait les fesses complètement déformées. Ça, c'est des poches de produits infectés. Donc déjà, des antibiotiques en double antibiothérapie pendant plus de 3 mois. Ça, c'est ce que j'ai enlevé. Et ça, c'est ce qu'elle a dans les fesses. Vous voyez, on voit sur l'IRM, alors c'est affreux, hein. On pense que c'est de la graisse, mais en fait, c'est du produit de comblement infecté mélangé à de la graisse lisée. Donc, ces produits pourrissent vos tissus et abîment votre propre graisse. Et ça, on voit bien les lésions dans le massif fessier. Et malheureusement, en France, on a pléthore de ces complications actuellement. Vous voyez, ça, les patientes que je suis, des femmes qu'on a fait. Alors là, c'est pour montrer le décollement que ça crée dans les tissus. C'est vraiment terrible parce que elles viennent pour une petite augmentation des fesses et on se retrouve avec des gros délabrements des tissus. Il faut essayer d'en récupérer un maximum avec le maximum d'asepsie. De temps en temps, on dit aux jeunes filles, bah, écoutez, là, peut-être la poche liquidienne, elle n'est pas infectée, donc on temporise parce que, bien sûr, chaque fois qu'on fait une effraction cutanée, on peut toujours mettre un petit germe. Un germe qui, normalement, n'est pas dangereux sur la peau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une nécrose du nez irréversible. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces produits, quand ils ne sont pas purifiés, se comportent comme des corps étrangers. Donc, automatiquement, eh bien, s'il y a la moindre petite bactériémie, vous êtes enrhumé, vous avez une bronchite, vous avez des bactéries qui se promènent dans votre corps, vous avez un abcès dentaire, donc c'est comme un corps étranger qui peut être contaminé au passage par une de ces bactéries circulantes. C'est ça le problème. Donc, ça, c'est un jeune. Alors, il y a plusieurs produits, madame. Là, c'est du silicone industriel. Un jeune transsexuel que j'avais suivi, il s'était auto-injecté au niveau des hanches. Mais ça, c'est irrattrapable. Bon, heureusement, vous voyez, ça, c'est des fistules. C'est une cuisse. Ah, je suis désolée, c'est vraiment des horreurs, mais c'est pour vous aider à comprendre qu'il y a une urgence qui est vitale. Et mon ami le docteur Luis Lopez Talal, le chef de service à Mexico, il l'envoie tout le temps. Et ces femmes meurent parce qu'elles sont injectées dans le corps et elles ont des septicémies, elles ont des nécroses extensives. Ça, c'est une jeune fille qui avait eu des injections au niveau des fesses. Vous voyez, là, alors, heureusement, on arrive quand même à juguler, donc ça, c'est en phase aiguë, avec l'infection. Et puis après, mais il y en a plein. Hein. On a une trentaine de patients comme ça. Bien entendu, ils sont pris en charge avec beaucoup de compréhension dans les services hospitaliers publics français. Et ça, c'est les séquelles. Vous voyez, ça, c'est des fistules qui sont en train de s'assécher. Souvent, elles ne le sont pas. Et le problème, comme l'a bien dit le docteur Loifi, c'est qu'on ne sait pas quels sont les produits injectés. Parfois, on en a une idée. Ça, c'est une nécrose narinaire. Voilà, c'est des photos qu'on m'a confiées, mais vous voyez que ce n'est pas de la rigolade. Donc, définitivement, c'est le musée des horreurs. Et voilà, on va éteindre ça. Et maintenant, la communication de Madame Poignonnette pour voilà, ça marche. insister sur l'aspect anatomique des lésions, sur les conséquences,
Est-ce que vous pouvez appuyer sur ça? Il y a un souci, c'est que vous les prenez en charge tard parce qu'il doit y avoir de la honte de leur part. Bien sûr, bien sûr. Donc elles attendent pour consulter. C'est déjà mieux que rien. Bien sûr, c'est mieux que rien. Ah ben c'est c'est mieux que rien, c'est pas... Docteur Non. Sylvie Poignonnet, Bonjour, bien, je représente la SOFCEP. Voilà. On est une société, donc Catherine sera la présidente bientôt. C'est une société qui est vraiment très très sérieuse et qui regroupe des chirurgiens plasticiens qualifiés, conseils de l'ordre, sur lesquels vous pouvez avoir vraiment toute confiance. Donc moi, je parle au nom de la SOFCEP, bien sûr. Je remercie aussi notre ancien président Sébastien Garçon qui m'a confié les diapositives de l'INCAS, de l'INCAS Academy. Et voilà. Donc c'est l'INCAS Academy, en fait, ça va regrouper tous les cas cliniques mondiaux sur les complications des injectables et notamment des acides hyaluroniques. Est-ce qu'on peut avancer la diapo? Non, c'est moi qui l'avance. Alors, on compte effectivement en France plus de 200 000 injections d'acide hyaluronique et on remarque depuis à peu près 3 ans une augmentation exponentielle des complications. Et pourtant, le nombre des médecins n'a pas augmenté exponentiellement. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls à injecter, comme disait M. Wafi. Il y a tout un tas de personnes qui se mettent à injecter, des kinésies, des esthéticiennes, voilà, plein de gens qui vont faire des injections sans savoir ce qu'il faut faire. Les mères de famille à domicile. Voilà, et puis à domicile. Donc, on a une augmentation de la demande, bien sûr, hein, puisque le résultat des acides hyaluroniques et des injections en général, c'est un résultat magique. Vous rentrez dans le cabinet du médecin et vous ressortez, vous êtes sans rides, vous êtes plus beau, et puis vous n'avez pas été au bloc opératoire. Donc, c'est un effet magique. Et cet effet magique, évidemment, il diffuse, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Et cette génération de jeunes, qui est comme une génération selfie-génération, eh bien, qui passent leur temps à se faire des photos, des vidéos de TikTok, etc., elles se regardent dans la glace et elles veulent tout de suite quelque chose qui va pouvoir être peut-être dangereux pour elles. Voilà. Alors, les jeunes, elles demandent les lèvres, les pommettes, et puis le truc à la mode, là, c'est le jawline, hein, c'est-à-dire avoir un menton bien carré. Hein. Je peux avancer. Merci, Catherine. Alors, voilà, les injections, vous devez retenir qu'elles doivent se pratiquer en milieu médical. Donc, être dans un endroit où vous avez une allergie, une grosse allergie. On est dans un cabinet d'esthéticienne, peut-être qu'on y reste. Vous devez interroger, on doit interroger nos patients, leur faire un dossier médical, c'est un acte médical, et on doit avoir chez nous, dans notre cabinet médical, de la hyaluronidase, c'est-à-dire notre enzyme, entre guillemets, sauveuse. C'est l'enzyme qui permet de faire fondre l'acide hyaluronique environ en 1 heure. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Sur les complications, c'est un peu notre sauveur. Les esthéticiennes n'ont pas ce médicament qui est relativement difficile, entre guillemets, à obtenir. Hein, certaines se targuent de l'avoir. Et alors, en plus, c'est un médicament très allergisant. Hein. Vous pouvez faire. Alors, moi, je fais des tests dans les bras avant de le faire, mais sauf quand on n'a pas le temps. Mais sinon, théoriquement, on doit faire un test dans un avant-bras, puis dans l'autre avant de le faire. Oui, Catherine, tu peux avancer. Voilà. Alors, bon, les petites complications qui sont, par exemple, il y a une malposition du produit. Vous avez des filles qui vous mettent le produit tout à fait à côté du sillon ou bien avec une lèvre asymétrique. Ça peut se récupérer effectivement avec la hyaluronidase. De même qu'un surdosage, on peut le récupérer. Tu peux avancer, Catherine. Voilà. Après, vous avez les infections. Alors, les infections, on a parlé du matériel stérile. Hein. On peut avoir des patients qui font tout simplement des boutons de fièvre quand on les interroge. Elles ont un petit bouton de fièvre. Alors, vous faites l'injection dans un milieu peut-être pas bien stérilisé et vous pouvez avoir donc une poussée importante d'herpès qui nécessite un traitement important, spécifique. Ouais, tu peux avancer. Et alors, dans certains cas, vous avez un cas gravissime de staphylococci de la face. C'est un cas sur une injection d'hydroxyapatite. C'est un minéral dérivé d'un phosphate qui a entraîné une nécrose complète au 4e jour d'une injection dans le nez. Vous avez une nécrose complète du nez qui est complètement nécrosé et creux et qu'il va falloir reconstruire. Donc, on lui a fait un scanner et on voit, pas très bien, mais normalement, on voit les petits fragments d'hydroxyapatite. Ce traitement il sera obligatoirement chirurgical.
Donc, en cas d'infection, quand on est… ouais, tu peux avancer. Ouais. En cas d'infection, évidemment, il faut dépister les patients à risque, porteurs d'herpès. On va les mettre sous antibiothérapie, parfois intraveineuse. Ah, super, merci beaucoup. Et on va faire ensuite une chirurgie de propreté et une chirurgie réparatrice. Hein. Les membres de la SOFSEP, on est habilités, les membres de tous les plasticiens, la SOFSEP PRE, font des reconstructions, ce qu'on appelle des rhinopoïèses, c'est-à-dire reconstruire un nez à partir de greffons cartilagineux, oreilles, côtes, costales, etc. Donc, tu es sûr que ça avance là? Non, ça, c'est pas pour avancer, c'est un scan, c'est un laser. Ah, c'est une… D'accord, d'accord. Ok, super. Alors, les injections ne sont pas un geste anodin, on l'a répété depuis ce matin, depuis tout à l'heure. L'anatomie du visage, elle est complexe. Elle est complexe parce qu'il y a un réseau vasculaire très riche avec des anastomoses un petit peu partout. Donc, vous avez un courant qui circule dans un sens, un courant vasculaire dans un sens et dans l'autre, avec des zones à risque, comme le nez, la glabelle, les lèvres. Donc, la glabelle, c'est ce qui se passe là entre les yeux. Et la région, bien sûr, périorbitaire. Hein. Toutes ces injections dans les cernes qui sont très demandées, au final, elles sont quand même très, très dangereuses. Et il faut savoir que les complications, elles peuvent être différées. Ce n'est pas une complication immédiatement comme ça. Ça va venir entre 1 et 24 heures. Donc, si la personne elle se fait injecter, qu'elle part, qu'elle rentre chez elle et que chez elle, elle commence à avoir des signes. Si elle est dans un cabinet médical, elle revient, on la traite. Si elle est dans un cabinet autre, esthétique ou à domicile, elle est perdue. Elle va aux urgences, je ne sais pas ce qu'elle fait en fait. Tu peux avancer. Donc, voilà, je vous montre juste ça parce que c'est pour vous montrer la richesse vasculaire de la face. Là, c'est sur une région nasale. Vous avez vu toutes les ramifications qui montent et notamment qui montent près de la région orbitaire. On parlera tout à l'heure des cécités. Hein, puisque si on injecte trop fort dans un vaisseau, on peut avoir à contre-courant une embolisation rétrograde sur l'artère centrale de la rétine. On peut avancer, ouais. Ouais. Et voyez nos aiguilles quand même. Alors, on peut injecter avec ce qu'on appelle des aiguilles, des canules. Là, c'est une injection à l'aiguille. Elle peut directement piquer dans un vaisseau. Donc, il faut faire effectivement attention à faire un test de rétroaction avant de piquer pour voir si on n'est pas dans un vaisseau. Ça, les médecins savent le faire, mais les esthéticiennes, je ne sais pas. On peut avancer un petit peu. Voilà. Alors, les complications vasculaires, c'est une urgence. C'est une urgence parce que c'est un cercle vicieux. Vous avez une personne qui ne connaît pas bien l'anatomie de la face, qui ne fait pas le test de rétroaction, qui utilise des aiguilles un petit peu grosses, qui force sur l'injection. Vous avez une variation anatomique, une artère que vous ne connaissez pas, hein, c'est ça. Et vous avez une migration du produit avec éventuellement une embolisation. Donc, ça bloque l'artère et ça fait une nécrose. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut distinguer entre un hématome et une ischémie, un début de nécrose. Un hématome, c'est très fréquent. Hein, c'est-à-dire que vous avez un hématome après une injection, il va partir en une semaine, 10 jours avec un petit peu d'arnica. Je crois que tu peux revenir juste avant sur celle-là pour juste montrer la différence entre l'hématome et l'ischémie. Vous voyez, l'hématome, il est bien violet, il est circonscrit, il va bouger, mais il va s'améliorer, alors que l'ischémie, l'embolisation, elle va bouger. D'abord, elle va apparaître comme une espèce d'impétigo, quelque chose d'un petit peu suturé, blanc. Et puis, en quelques jours, bien, la peau va devenir noire et la peau, après, peut tomber dans la zone qui va être vascularisée par l'artère en question. Donc, c'est deux choses bien différentes à avoir dans l'œil. On peut avoir donc des amputations d'une zone. Catherine vous en a montré déjà beaucoup. Quand c'est sur les fesses, c'est terrible. Et quand c'est sur le visage, c'est encore plus terrible parce qu'on ne peut pas le cacher. Et donc, cela demande après une chirurgie réparatrice. Alors, on a une zone qui est très, très fragile au niveau de la glabelle parce que vous avez ce petit vaisseau là qui monte et qui va donner donc cette zone circonscrite qui va se terminer par une nécrose. Et vous avez souvent des femmes qui viennent vous voir, elles veulent qu'on traite leur ride glabellaire avec de l'acide hyaluronique et si l'on injecte trop profondément, on peut avoir ce type de complications. Ouais. Tu peux avancer. Voilà. Qui évolue progressivement. Vous voyez qu'il y a même une atteinte presque de la paupière supérieure gauche avec l'extension qui est sur tout le trajet de l'artère qui dessine comme un patch qui peut aussi se surinfecter et qui nécessite là un traitement chirurgical. Donc, vous voyez toutes ces injections qui sont réalisées dans cette région extrêmement dangereuse de la lèvre, de la pointe du nez, du sillon nasogénien, avec ces ramifications vasculaires, vous entraîne des nécroses. Là, il faudra couper un petit morceau de lèvre en triangle pour le refermer et pour avoir ensuite une lèvre qui aura une rançon cicatricielle, malheureusement. Ouais.
Voilà comment ça évolue une nécrose de l'aile narinaire. Hein. Tout va bien. Au début, c'est un petit peu blanc. La personne, elle a eu un peu mal pendant l'injection. Elle ne se rend pas compte. Il ne faut surtout pas mettre de compresse froide hein, parce que ça accélère la nécrose. Il faut mettre plutôt des compresses chaudes. Et ensuite, on va travailler en utilisant des vasodilatateurs en patch et de la hyaluronidase pour espérer. Elles arrivent à ce stade. Et oui, parce qu'elles sont allées ailleurs, elles reviennent en nous disant qu'est-ce qui se passe. Je me suis fait injecter, tout allait bien, et soudain, le lendemain, j'ai ça, pourquoi et on se retrouve dans un cas où voilà, on a ces petites zones circonscrites d'imputation et de nécrose. Voilà, et donc il faudra réparer. Là, c'est pareil, réparation du nez, donc greffon cartilagineux, composite, greffe de peau. Donc ça demande du travail, hein. On a beaucoup de travail avec ça, de réparation, de reconstruction. Alors, je pense que c'est quand même pris en charge en partie par l'assurance maladie quand il s'agit de réparation, hein, heureusement pour les patients. Hein. Voilà. Donc, nous, la conduite à tenir, on la connaît tous. Elle n'est peut-être pas forcément pour vous, c'est un petit peu médical, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on surveille nos patients, on les fait revenir tous les jours. Si besoin. C'est-à-dire que quand on suit une nécrose, en fait, on les voit quasi tous les jours. Dès qu'on a une complication, on les voit tous les jours. Voilà. Donc, on les suit, on leur met des patchs de trinitrine, on leur met des injections de hyaluronidase et corticoïdes. Enfin, on a tout un traitement médical que personne d'autre que nous, en principe, ne peut avoir. Aucun non-médecin. On peut aussi les hospitaliser pour les perfuser. Ah bah oui, il y a beaucoup de possibilités de traitement, mais comme vous disiez, il faut agir très vite. L'infection de tout à l'heure, par exemple, c'est une hospitalisation urgente. Il faut qu'on... Ouais, je crois qu'on a fini. Mais voilà, c'était très important. Avance un tout petit peu sur les complications de. Je voudrais juste finir sur les. Parce que ça, les cécités, heureusement, on n'en a pas beaucoup en France. On en a surtout vu en Chine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui injectent sous le manteau. Donc, c'est une injection dans la région périorbitaire qui va repartir en arrière vers l'œil, dans l'artère centrale de la rétine. Et on a des troubles visuels qui sont une urgence médico-chirurgicale. Hein, donc, avance pour toi. On a les traitements, je crois que c'est l'avant-dernière diapo, c'est toujours la même histoire. On retourne, on va dans un centre d'ophtalmologie. Il y a des injections qui se font dans la région rétrobulbaire, de la hyaluronidase, des corticoïdes. Voilà. Et les complications tardives, c'est surtout les nodules, les granulomes, mais ce n'était pas le sujet. Donc j'avance. Les complications tardives des nodules, par exemple, il faut les enlever chirurgicalement. Voilà. Et les siliconomes sont interdits. En conclusion, il faut quand même conclure pour dire que les complications sont rares quand elles sont faites par un médecin formé avec des produits de qualité, comme on vous a rappelé, Dr Loafi. Elles sont souvent réversibles quand elles sont parfaitement et rapidement traitées. Donc, c'est vraiment des gens qui doivent venir nous voir rapidement. Et elles donnent des résultats exceptionnels pour répondre à une demande en constante augmentation quand c'est bien fait. Merci. Merci, Dr Poignonnec. Maintenant, nous avons l'intervention du Dr Jacques Saboy, qui est le secrétaire, ancien président de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Ton ordinateur. Et qui est notre secrétaire général de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, donc la SOFCPRE, depuis déjà plusieurs années, avec beaucoup de talent. Jacques, est-ce que tu es connecté? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Absolument. Bonjour Catherine. On va essayer de partager l'écran avec toi. Oui, voilà, merci. Docteur Jacques Saboy, qui va vous parler des consentements et de l'aspect aussi juridique et de ces complications. Bonjour à tous. Bonjour Catherine, merci d'avoir organisé cette réunion et cette conférence de presse qui touche sur ce problème des injections un peu illicites, pour ne pas dire totalement illicites. On a eu d'ailleurs un cas ici à Toulouse, au début décembre, d'une esthéticienne qui a été arrêtée, mise en garde à vue pour des injections. C'est passé dans la dépêche du midi ici à Toulouse. Donc c'est un sujet d'actualité. Alors on vient de vous le dire, le problème majeur, c'est qu'on touche à de la médecine par des gens qui ne sont pas médecins. Et ça, depuis toujours, c'est source de problème, parce que, comme vous l'a dit Catherine, nos études, elles sont longues, elles sont difficiles. Ce n'est pas n'importe qui devient médecin. Il faut avoir quand même étudié toute l'anatomie, la physiologie. Et toutes ces bases médicales, toutes ces connaissances, elles servent justement pour pouvoir faire des actes médicaux, qu'ils soient chirurgicaux ou simplement de médecine d'injection, par exemple. Alors, c'est sûr que
Aujourd'hui, on est dans une recherche de volume. Quand vous regardez toutes les patientes, jeunes ou un peu moins jeunes, le souci principal, c'est le volume. On veut du volume au niveau des seins, au niveau des fesses, au niveau des mollets, au niveau des joues, du nez, du visage, enfin, de la jawline, des lèvres. On veut du volume. Et donc, les produits volumateurs dont on vient de parler, les acides hyaluroniques et autres, vont pouvoir permettre justement cette augmentation de volume. Mais quand on injecte du volume comme ça, ce n'est pas anodin. Comme vous l'a dit le docteur Loafi, dessous, sous la peau, il y a un tas de tissus. Et donc, forcément, ces injections en profondeur vont avoir des conséquences. Des conséquences, déjà, ça peut être simplement un mauvais résultat, une esthétique, trop de volume. Et vous savez comme moi, vous voyez, ces gens qui ont des lèvres un peu bizarres, là, forcément, c'est parce qu'il y a trop de volume injecté. Deuxième conséquence, ça peut être le produit lui-même qui va avoir une toxicité à travers des images que vous avez vues, c'est-à-dire toxicité parce qu'il touche et pénètre dans des vaisseaux et entraîne des nécroses. Ensuite, troisième problème, ça peut être simplement les infections gravissimes. On a vu des infections locales, mais il peut y avoir aussi des infections générales, des septicémies, des chocs septiques, des décès suite à une infection qui au départ est juste une infection locale. Donc, on voit bien que ces trois complications simples à retenir, à savoir un mauvais résultat, une nécrose, une infection, tout ça, c'est quelque chose qui peut être prévenu, qui peut être anticipé par justement un médecin qui a l'habitude de manipuler ces produits-là et qui va justement faire attention à ce que ça n'arrive pas. Et si ça arrive, parce que ça peut arriver, ça peut nous arriver aussi, il ne faut pas croire qu'on est à l'abri, ça peut nous arriver, il peut y avoir des variations anatomiques, etc. Si ça nous arrive, on sait très bien ce qu'il faut faire pour justement le traiter. Donc vous voyez, le problème, il est assez général pour nos patientes, c'est-à-dire qu'elles se confient dans des mains de personnes qui n'ont aucune connaissance d'anatomie, aucune connaissance de la physiologie et qui prennent un risque majeur. Et ce risque, nous, médecins, on a l'habitude de l'expliquer. Parce qu'en fait, en médecine, le problème principal, c'est de dire à quelqu'un, voilà, je vais vous opérer, on va faire ci et ça, mais encore faut-il qu'il ait bien compris ce qu'on va faire et qu'il consente à ce qu'on va faire. Parce que l'information dont on parle depuis des années, depuis la loi 2002, la loi Kouchner, l'information qui est une obligation en médecine, cette obligation qui doit être large, extensive, complète, justement sur les complications, sur tout ce qui peut arriver, cette information qui est une obligation pour le médecin, elle n'a qu'un but, l'information. Son seul but, c'est le consentement. C'est-à-dire que le patient consente à ce qu'on pratique ce geste en sachant pertinemment qu'il y a des risques et qu'il est d'accord pour courir le risque, en sachant que s'il y a un risque, il y a une complication, on pourra la prendre en charge. Mais aujourd'hui, information et consentement sont complètement liés, totalement dépendants l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et sincèrement, vous dites, des patientes qui vont dans des instituts ou dans des chambres à coucher se faire injecter, quelle information elles reçoivent? Quelle information elles reçoivent sur la personne qui va injecter? Quelle information ils reçoivent sur les risques, on vient de le dire, de nécrose, d'infection? Quelle information ils reçoivent sur le traitement global, général? Est-ce qu'il va falloir, est-ce que le produit qui a été injecté, quelle est sa nature, sa qualité? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? L'information, elle est voisine de zéro, parce que les personnes qui font ces gestes-là n'ont eux-mêmes strictement aucune information, si ce n'est celle du petit guide au mode d'emploi qui est dans la boîte qu'ils ont acheté sur Internet. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien et ils vont faire courir des risques à ces personnes. Pourquoi? Pour 3 billets de 100 €. C'est hallucinant. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème sur l'information des personnes et c'est vous, journalistes, c'est à vous de faire passer cette information. C'est-à-dire, attention, ce n'est pas du tout anodin. C'est pas, voilà, on va faire une soirée avec des copines, on va s'injecter. C'est pas ça du tout. Vous prenez des risques, vous essayez de vous retrouver aux urgences avec des soucis très graves. C'est la même chose que le Covid. Pourquoi on dit qu'il faut se faire vacciner? Parce qu'il y a une information autour de la vaccination pour dire si vous ne vous faites pas vacciner, vous risquez ça, ça et ça. Ben là, c'est pareil, l'information, il faut la donner. Si vous vous faites injecter par quelqu'un qui ne connaît rien, vous risquez ça, ça et ça. C'est l'information. La base de la responsabilité et du consentement, c'est l'information. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'information de toutes ces personnes est voisine de zéro. Et donc, je crois que c'est vraiment votre boulot d'expliquer les dangers réels de ces injections, mais qui existent aussi chez nous.
chez nous, médecins, nous les avons, ces mêmes dangers, mais nous les maîtrisons et nous savons quoi faire s'ils arrivent. Voilà, je crois que c'est important que vous ayez cette notion d'information de consentement, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est une des bases de l'exercice médical, que ce soit en chirurgie ou en médecine d'injection. Et je crois que vraiment, c'est un message qu'il faut faire passer. Informez-vous, regardez chez qui vous allez, ce qui se passe, et surtout, ne faites pas faire par n'importe qui lui-même n'a pas l'information de base. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr Jacques Saboy, qui est le secrétaire général de la SOPCPRE. Dr Dominique Debré, le président du syndicat d'esthétique médicale multispécialité, qui a eu la gentillesse de venir compléter ce panel de chirurgiens plasticiens, connaissant bien tous les problèmes relatifs à la médecine esthétique. Il va peut-être nous donner des solutions aux nos autorités administratives pour pouvoir éventuellement intervenir. Bonjour, je suis également effectivement président du comité technique du comité européen de normalisation pour la médecine et la chirurgie esthétique. Et il y a eu un travail depuis une quinzaine d'années extraordinaire qui a été fait par des chirurgiens plasticiens auxquels je vais rendre hommage tout à l'heure. De quoi parle-t-on en termes de risque? On parle effectivement d'un problème et d'un trafic qui est mondial, qui se développe aujourd'hui. Il y a des réseaux mafieux dedans. Ils se développent de manière exponentielle et seuls les États ont la possibilité d'y mettre fin. On peut traiter, prendre en charge des complications. Seuls les États ont la possibilité d'y mettre fin. Ils peuvent le faire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on laisse faire et qu'on continue, on va avoir le même type de complications que ce qui se passe en Asie. Et là, je vous donne, et dans ma présentation, il y a la bibliographie. On a une première étude en 2021 qui a été publiée avec 43 cas d'embolie cérébrale, c'est-à-dire ça ne monte pas seulement dans le nez, le visage, d'embolie cérébrale. 5 décès, des troubles de la conscience, des hémiplégies, des pertes de vision, on en a déjà parlé, et que les auteurs lient à la prolifération de cliniques occultes et d'injecteurs non formés. Et c'est tout, la cause elle est là. Il ne faut pas laisser proliférer. On a parlé de gynécologie tout à l'heure. Ça y est, en 2020, on a un décès et 2 hémorragies pulmonaires après des injections gynécologiques. Parce que les produits passent, remontent dans les artères, vont dans le cœur et repassent dans les poumons. Les femmes. Oui, gynéco. C'est injecté, ça repasse dans les veines, ça monte au cœur. Et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces produits qui sont injectés, ils ne sont pas injectés forcément dans la peau. Ils vont être injectés, si on ne connaît pas l'anatomie, dans des vaisseaux. Et comme ils sont sous pression, ils remontent, ils bloquent tout. Et on peut mourir. Voilà. Donc, on a des dizaines d'articles. J'en ai compté 34 sur des cécités, des milliers de nécroses du visage. Et c'est sous-déclaré parce que les gens sont menacés, parce que c'est des réseaux mafieux. Donc, quand il y a une complication, on s'occupe de la complication pour qu'elle se taise. Ce n'est pas des médecins. Non, ce n'est pas des médecins. Ils importent du produit et puis c'est tout. Voilà. Et on a des infections qui peuvent être mortelles, ça a été dit. Donc, vraiment, on est dans une situation qu'on ne peut pas continuer à laisser dériver. Alors, est-ce qu'on est protégé en France? Tout le monde le pense. Ceux qui se font injecter, c'est des personnes vulnérables, c'est souvent des personnes très jeunes ou en situation de difficulté professionnelle, familiale. Voilà, on essaie de faire quelque chose pour soi. Et on imagine qu'on est protégé, parce qu'en France, on a plein de réglementations. Non, n'importe qui peut essayer, vous pouvez essayer. Vous allez sur Instagram et vous voyez qu'en toute impunité, il y a des gens qui ne sont pas des médecins et qui font des injections. Ou qui prétendent l'être, Il y en a aussi, effectivement. Donc, quelqu'un de fake injector est moins bien protégé que quelqu'un qui va prendre de la car. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de permis de conduire. Il n'y a pas de permis d'injecter. On va voir que la loi prévoit qu'il y en ait un. Mais il n'y en a pas. Il n'a pas été mis en place. Donc, on est mieux protégé quand on achète du Blablacar que quand on fait des injections. Et ces produits, on peut aussi, ça a été dit, les acheter trop facilement. Voilà.
Alors, que fait la France? La France a fait des choses formidables. En 2009, dès 2009, on a été les premiers en Europe à faire une loi. La loi, elle dit qu'on peut définir pour des prestations esthétiques, à visée esthétique, la formation obligatoire. Être déclaré comme pour son permis de conduire auprès du préfet. La loi le prévoit depuis 2009. Hein, et comment il faut faire techniquement, dans quels locaux, comment il faut faire les choses. Tout ça est prévu. On a eu en novembre 2019 la norme européenne qu'on avait préparée avec le docteur Leloirne. Hein, c'est le docteur Roffet qui en 2009 avait fait ça. Ça a été extraordinaire. On a eu en 2019 le docteur Leloirne qui a travaillé beaucoup et une norme et qui décrit en détail comment il faut être formé, comment il faut informer les patients, qu'il faut enregistrer l'activité auprès du préfet, que seuls des médecins peuvent le faire s'ils sont formés, parce que ce n'est pas naturel. Si on ne connaît pas l'anatomie, vous avez compris, hein, ça y est, s'ils sont formés, et que des infirmières ou des professionnels de santé ne peuvent pas servir de remplaçants aux médecins. Alors, on a une loi, mais le problème, c'est que la loi, elle donne une méthode. Elle vous dit, on va fixer par décret. Et il n'y a pas de décret. Et elle dit, les ARS peuvent punir d'une amende de 37 500 € à 150 000. Permis de conduire. Donc, les ARS, on leur signale, elles n'ont pas le pouvoir d'agir parce que c'est comme des gendarmes sur le bord de la route qui ne connaîtraient pas les limites de vitesse parce qu'elles n'ont pas été définies. Ou il n'y aurait pas. Voilà. C'est tout buesque. On a une loi qui dit on attend les décrets d'application. Voilà. Pardon? Oui, peut-être tout à l'heure. Non, mais non, voilà, la formation, elle n'est pas définie. Il faudrait définir par décret. Et la norme, elle dit la même chose. Les praticiens doivent être enregistrés, le praticien, ça doit être un médecin, etc. Donc, tout ça, c'est extrêmement simple à faire. La norme décrit tout, la loi donne les moyens d'action. Il suffit de sortir les décrets. Tous les professionnels le savent. On est tous d'accord sur ce qu'il faut faire. On sait comment il faut former les médecins. On connaît les risques. Il suffit de sortir un décret et de mettre en application, de demander aux médecins de mettre en application cette norme, de faire un permis d'injecter ou un permis de médecine esthétique qui est enregistré auprès du préfet. Et on sait le faire en France. On l'a fait pour le permis de conduire, et on l'a même fait pour les tatouages. Mais là, il n'y a pas de protection. Il y a une loi, il y a tout, mais il n'y a pas de protection pratique. Voilà. Merci. Merci, docteur Debré. C'était extrêmement important de nous rappeler tout ça. Et vous l'avez bien compris, il va falloir aussi que les autorités administratives, eh bien, elles nous répondent au niveau d'une agence régionale de santé qu'ils ne sont pas concernés parce que c'est des non-médecins. Non, c'est inacceptable puisque c'est un problème de santé publique. Maintenant, je voudrais passer la parole à maître Laetitia Fayon-Boulet, avocate au barreau de Paris, et qui nous conseille, mais qui a la gentillesse aujourd'hui de nous dédier du temps pour expliquer aux jeunes gens qui sont happés, harponnés par ces réseaux sociaux, comment se protéger et si jamais ils ont des complications, eh bien surtout ce qu'il faut faire pour faire valoir ses droits, pour se soigner et puis pour éventuellement faire à titre d'exemple, un exemple pour que d'autres. Bonjour. Alors, moi, je viens d'entendre qu'il n'y a pas de décret d'application et certes, c'est un vrai problème et un vrai sujet. Mais heureusement, il y a quand même des lois, autres peut-être, on va dire, qu'administratives, et vous avez, en tout état de cause, le code.
et il punit une infraction globale qui est l'exercice illégal de la médecine. Alors, plus exactement, c'est le Code de la santé publique maintenant. Mais en tout état de cause, ça reste du pénal. Donc, quand il y a un fake injecteur, il y a automatiquement un exercice illégal de la médecine. Si vous n'êtes pas médecin, vous êtes auteur d'un exercice illégal de la médecine. Alors, il y a deux volets, évidemment. Il y a l'auteur, celui qui injecte, qui sera auteur de cette infraction, et il y a les victimes. Elles ne sont pas victimes, alors elles sont victimes d'un exercice illégal. Préjudice, c'est-à-dire des dommages physiques, comme vous avez pu en voir, qui peuvent être extrêmement graves. Et même quand elles n'en ont pas, elles peuvent aussi être victimes d'un préjudice moral parce qu'elles vont inviter une de leurs amies à y aller et que c'est son amie qui, elle, va se retrouver avec une lèvre en moins. Les choix pour les mauvaises raisons d'aller voir cette personne-là parce qu'elle est peut-être plus facilement accessible, ou en tout cas, on a le sentiment qu'elle est plus facilement accessible qu'un médecin. Quand on est victime, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, vous êtes victime, donc vous avez des droits. C'est ce que tout officier de police judiciaire a. Et bien, effectivement, aller au commissariat, aller voir un officier de police judiciaire et déposer plainte. Si la démarche paraît trop compliquée ou peut-être trop honteuse, parce que malheureusement, on inverse le schéma, ce n'est pas les fake injecteurs qui ont honte de pratiquer des actes illicites, c'est les personnes incompétentes. Eh bien non, n'ayez pas honte, au contraire, vous êtes dans votre droit. Donc, vous allez au commissariat déposer plainte ou vous allez déposer, si vous ne voulez pas y aller physiquement, vous pouvez parfaitement adresser une lettre au procureur de la République du lieu de l'infraction. Directement par l'intermédiaire d'un avocat et au cours de cette audition devant le commissariat, dans le cadre de la rédaction de cette lettre, vous produisez et mentionnez toutes les informations que vous avez. Alors, vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez les imprimer, c'est simple. Des échanges SMS, les informations, c'est l'adresse à laquelle vous avez été, le nom de la personne, vous pouvez même réaliser d'autres infractions plus particulières, on va dire d'un point de vue sanitaire. Il y a des règles à respecter pour être bien injecté, que ce soit les produits, que ce soit la stérilité, que ce soit plein de choses. Et donc, plus vous décrirez précisément ce que vous avez vécu et ce qui s'est passé, plus ça aidera. Il y a aussi une autre manière qui est assez proposée à certaines personnes d'intervenir, elles n'ont pas voulu, la réponse était systématiquement la même, j'ai honte. C'est aussi de passer par le biais des syndicats de médecins. Je parle de médecins en général. Évidemment, on des chirurgiens plasticiens parce que c'est eux qui récupèrent les victimes, parce qu'au début, tout se passe bien, et puis c'est quand on voit que ça commence à gonfler, que ça commence à nécroser, qu'on se dit qu'on va aller voir un professeur en médecine esthétique, et je dis médecine esthétique en parlant des diplômés de chirurgie esthétique, et bien vous pouvez aussi tout simplement prendre à tâche, et c'est aussi comme ça qu'on récupère des victimes, par leurs syndicats, leurs différents syndicats qui pourront vous orienter et vous soutenir. Parce que nous, notre défi aussi dans cette démarche de lutte contre les fake injecteurs, c'est justement de les chasser, de les éviter. Et le syndicat, parce que c'est son rôle, non pas pour faire valoir la profession de chirurgien plasticien, mais justement pour, au contraire, protéger les diplômes qui sont obtenus, eh bien, c'est tout simplement de les soutenir. Donc, on va aller au soutien de ces plaintes, on va les aider dans les démarches, et nous aussi, en tant que syndicat, on va déposer plainte en soutenant chacune de ces démarches. Donc, il ne faut pas hésiter, il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités quand on est victime, il ne faut pas avoir par ces actions qu'on arrivera à prévenir et à éviter que ça pullule, parce qu'aujourd'hui, ça pullule. Et dernière chose, peut-être, c'est que j'ai perdu mes mots. Non, tu as dit l'essentiel. C'est ça.
que, oui, c'est ça, c'est qu'il faut, même quand on n'est pas victime directe, il faut ne pas hésiter à dénoncer les faits. Parce que, comme je le disais en introduction, ça peut être votre ami que vous allez conseiller d'aller chez Madame Machin qui va être victime. Or, de facto, c'est un exercice illégal de la médecine. Il ne faut pas attendre de subir et de plus pour dénoncer ces faits-là. La loi française, qui est quand même pas si mal faite que ça, vous permet de dénoncer les faits au procureur de la République par une lettre et en donnant les mêmes précisions. Donc, n'attendez pas d'être victime ou de connaître des victimes pour y aller. Allez-y, même quand vous avez connaissance d'une personne. Et à l'inverse, si vous connaissez plusieurs personnes victimes, si elles peuvent se regrouper et du coup renforcer l'action pour qu'elle soit d'autant plus forte et montrer la dangerosité de la personne, il faut aussi ne pas hésiter à le faire. Est-ce qu'un signalement qui passe souvent, en donnant l'URL de l'Instagram de la... Alors, c'est moins efficace qu'un dépôt de plainte. Il faut faire une vraie dénonciation. Alors, je sais, non mais en fait, le plus on se regroupera, et on ne va pas attendre qu'il y ait des morts en fait. C'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que vous avez vu l'importance sur des séquelles qu'il peut y avoir du fait de ces injections. Et s'il faut qu'on attende qu'il y ait 10 morts en France pour qu'on prenne ça au sérieux, c'est un petit peu dommage. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut dans une politique de prévention agir avant qu'il y ait trop même de décès. Oui. Non, c'est plusieurs. C'est 9 dossiers distincts. 9 dossiers distincts. Et on peut savoir où? Paris et PACA. Paris et PACA. En fait, parce qu'on n'a pas forcément des victimes, même quasiment jamais de victimes au soutien de ces dossiers. C'est nous qui les avons trouvés, voilà, et on a fait des recherches pour essayer d'identifier des personnes. Et on a décidé de concentrer nos actions sur 2 régions pour essayer d'intéresser davantage engager des poursuites, même si on n'a pas de victimes, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les victimes, c'est ce qu'on vous dit, elles ont honte et on ne peut pas les attendre, parce qu'il faut prévenir que éviter en tout cas que ça commence. Il n'y en a pas forcément, non. Qui en tout cas déposent plainte pour alerter sur l'existence des victimes, mais si elles ne veulent pas intervenir, on ne va pas les forcer. Mais nous, en tant que syndicat, aujourd'hui, c'est vraiment un problème de santé publique qui nécessite qu'on agisse indépendamment de la connaissance qu'on a ou pas d'une victime. Est-ce que vous allez agir aussi sur toutes les influenceuses qui promeuvent justement toutes ces... Alors ça, c'est d'autres... Le problème, c'est que faut trouver on ne peut pas agir en tant que... Enfin, si vous voulez, ça reste... Il faut trouver une qualification pénale. Mais on a notamment là un dossier qui arrive avec une influenceuse qui s'est filmée, voilà, de taille, qui s'est filmée avec une injectrice qu'on avait déjà... Du coup, aller directement déposer... Après, il vaut mieux aller sur l'infraction principale qui est caractérisée sur l'exercice illégal de la médecine, à charge pour le parquet, parce qu'il a quand même une liberté de poursuivre et de choix des poursuites, d'aller considérer que l'autre est complice ou promeut. Voilà. Mais ça, qui est pour moi la plus importante. Oui. Septembre. Et l'influenceuse, vous allez la poursuivre? Pas l'influenceuse, on va poursuivre l'injectrice en produisant le constat d'huissier qu'on a fait. Moi, je vais aller sur l'exercice illégal de la médecine parce que c'est une injectrice que j'ai déjà... Voilà. Après, effectivement, il y a d'autres infractions sur les influenceuses. Dans les plaintes, on a aussi visé d'autres infractions sur de la concurrence déloyale, voilà, mais il faut rester, à mon avis, et se concentrer les plus importantes, enfin l'infraction la plus importante, qui est l'exercice illégal de la médecine. Sachant que les victimes, elles, ne sont pas, enfin, sont victimes d'exercice illégal de la médecine, mais elles sont même victimes de violences involontaires, voire d'homicide involontaire si on a un décès un jour qui arrive. Donc, pour le moment, on est au niveau du parquet de Paris.
Donc, l'idée, c'est d'orienter sur le pôle santé. Excusez-moi, juste, est-ce que c'est possible de quantifier justement le nombre de décès? Parce que tout à l'heure, Non. Moi, personnellement, peut-être que les médecins ont une relation plus directe avec les victimes que moi. Hein, donc, il y en a probablement qu'on ignore. Vous avez fini votre... Oui. Alors peut-être on va répondre les questions spécifiques pour Maître Laetitia. Ah, absolument, oui. Comme vous l'avez compris, le message il est simple. Le message il est que les injections d'acide hyaluronique et de produits de tremblement sont des injections qui normalement sont sûres, mais qui elles sont faites par des non-médecins, sont des injections qui peuvent être dangereuses et qui peuvent donner des complications dramatiques. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que Instagram et les réseaux sociaux et les blogueuses doivent cesser de faire la promotion de ces activités illégales. Et voilà, donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est, je réponds à votre question, c'est que quand nous, syndicats, on essaye de mettre le sujet sur la table avec les pouvoirs publics, mais que malheureusement, même dans des situations dramatiques, et il y a certains cas qui vous ont été présentés où il y a des nécroses, des amputations partielles du nez ou de la lèvre ou du corps, les victimes ne portent pas plainte et ne suivent pas et ne se constituent pas partie civile. C'est dire, quand on a parlé de réseaux de type pseudo-mafieux qui gravitent autour et de protecteurs et de parrains et de grands frères, c'est dire les pressions que cette situation-là et que la seule chose à laquelle on pense, c'est essayer d'être reconstruit, on peut le comprendre, mais qu'on n'arrive pas à passer le cap de porter plainte, et nous, on porte plainte, mais si comme vous l'avez très bien expliqué, Maître Fayot-Boulet, s'il y a personne en question ne veut pas porter plainte, on ne peut pas l'obliger à porter plainte. Donc, c'est vraiment un sujet de santé publique et c'est vraiment, on compte sur vous aussi, les médias, pour soulever le à ouvrir une page Instagram et à montrer ces horreurs. Alors, parce que c'est souvent des jeunes, des lycéennes. On y a songé, mais on doit aussi vérifier l'aspect légal. En tout cas, c'est clair que nous aurons certainement une page dédiée sur notre site Internet déjà pour alerter de ce risque de dérive et pourquoi pas une page Instagram. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué puisque vous l'avez compris, ces réseaux, probablement il y a des intérêts financiers. Je ne vois pas pourquoi une blogueuse, une Instagrammeuse, on sait très bien comment elle fonctionne, elle gagne des sous en faisant de la publicité. Comme l'a très bien dit Dr Louafi, il est inacceptable de faire de la publicité pour des actes illégaux qui risquent de tuer les patients. Donc ça, c'est un message très clair que j'adresse aux Instagrammeurs et souvent Instagrammeuses, blogueurs en tout genre, c'est que arrêtez de faire de la promotion de gestes dangereux qui peuvent tuer les patients. Ça, c'est une chose. Je vous demanderai, maintenant, on va commencer avec les questions. Je vous remercie d'avoir été aussi attentif. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Maître Laetitia Fayot-Boulet? On passe dans ce sens ou... Et vous n'y avez pas complètement répondu. Laquelle? Est-ce que les Instagrammeuses sont poursuivies? Et à quel titre? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question parce que les enquêtes sont en cours. On espère que oui. En tant que promouvoir un acte illicite, promotion de. C'est de la complicité par fourniture de moyens, parce qu'elle donne les moyens à des personnes qui commettent une infraction. Ça se discute parce que la fourniture de moyens, c'est quand même fournir le moyen de l'infraction. Là, c'est plus de la publicité qu'elles font. Voilà. Pas forcément moi à titre personnel, mais le syndicat, oui. Vous avez identifié à peu près le nombre de personnes en France qui utilisent des trucs? C'est impossible. Et puis, le vrai problème, c'est qu'en fait, il faudrait regarder tous les jours. Parce que vous avez des Instagrammeuses qui changent de compte
déposer. Mais entre le moment où on a identifié les comptes, où il a fallu avoir l'autorisation de faire des constats d'huissier de ces comptes, parce qu'on ne dépose pas plainte comme ça non plus, et le moment où on a déposé plainte, bah, c'est qu'il y en avait quand même beaucoup qui avaient été supprimés ou dont les photos avaient disparu. Donc, on n'avait plus de contenu. Et ça, c'est tous les jours que ça change. Donc, c'est compliqué. Mais c'est un autre sujet. Mais comme je vous dis, en fait, le vrai problème, c'est qu'on peut signaler un contenu illicite sur Instagram, bien sûr, mais elles vont faire quoi? C'est reculer pour mieux sauter, elles vont changer de compte et elles vont le faire sous un autre pseudo. Et au final, ça va presque être contre. Parce qu'il vaut mieux que quelqu'un ne le sache pas, reste sur Instagram avec ses photos et nous, on dépose plainte. Et au moment où ils vont faire l'enquête, le compte sera toujours actif. Si on signale à chaque compte, ils vont disparaître et on va déposer plainte. Et derrière, ça va être impossible de retrouver le compte. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, et ça a été notre stratégie, on y avait pensé, adopter, et on a décidé que déjà la plus coercitive, ce serait la plainte avec la sanction derrière, et qu'il fallait laisser au pouvoir public la possibilité de retrouver la trace de l'instagrammeuse. Donc, c'est pour ça que c'est un autre sujet, les instagrammeuses et Instagram, on va dire. Alors, excusez-moi, je me permets juste de réitérer la question. Vous avez évoqué un décès en c'est juste pour savoir, c'est compliqué à quantifier, mais est-ce que vous avez quand même certaines données? Alors, Dominique, tu veux répondre? Alors, Dominique, alors, bien. On a la littérature internationale et vous avez dans le dossier de presse l'ensemble des articles qui sont traités. Que vous pouvez lire. Il y a 6 décès relativement récemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les décès interviennent en fonction de la fréquence des injections illégales. Et si on ne contrôle pas cette fréquence, vous avez vu, on peut agir, la police peut agir, mais il faut qu'elle soit motivée. Et on ne courra jamais assez vite parce que ce sont de vrais réseaux. On a dans les quartiers, les personnes ne déposent pas. Hein. Il y a des endroits où la police donne. On a aussi dans des palaces parisiens, pendant une journée, on injecte. Et on injecte 100 personnes. Et puis ils disparaissent. On l'a vu ça. Les mafieux qui sont organisés. Voilà. Donc il faut vraiment, effectivement, des actions pénales. Aujourd'hui, hein, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais on ne réussira pas à protéger les décès si l'État ne donne pas les moyens aux ARS qu'elles ont en théorie. Non, pour l'instant, France a ce type d'injection. Il y en a peut-être eu par le passé parce qu'il y avait des injections de silicone industriel largement dans le corps, mais en France, il y a eu des gros délabrements. Je vous ai montré des jambes qu'il a fallu totalement déterger, donc enlever tous les tissus nécrosés, greffer, etc. Et il me semble qu'à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, il y a une patiente qui est décédée de septicémie, comme l'a bien précisé le docteur Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le docteur Debré? Je voudrais que tout le monde puisse poser ses questions, mais dans l'ordre des orateurs. Donc là, on remonte la... Oui, madame. Moi, c'est juste pour rebondir sur la question. Sur le nombre de communications que vous avez quantifié, je ne sais pas, par an, par exemple, en 2021, combien il y a eu de dossiers de... Madame, on a essayé de l'expliquer. C'est extrêmement difficile. La plupart des gens qui ont des complications, d'abord, ce sont des jeunes fragilisés, parfois naïfs, qui ont fait ces injections sans informer leur famille. Leur famille tombe des nues. Certaines familles réagissent bien et les aident, mais d'autres familles ne les soutiennent pas. La plupart du temps, ils ne portent pas plainte. Donc, c'est vraiment un nombre de catastrophes underground qui sont, pour l'instant, extrêmement difficiles à quantifier. Mais quand on vous dit, madame, que ça explose, oui, ça explose. Mais regardez, maintenant, il y a des jeunes Instagrammeuses, enfin, des jeunes patients, hommes ou femmes, qui suivent Instagram et qui commencent à créer des groupes en disant, oh là là, mais moi, j'ai eu des complications terribles, etc. Mais la plupart ont peur parce qu'ils sont injectés, ils sont regroupés. Il y a des rabatteurs dans certaines banlieues. Alors, je ne vais pas parler de Lyon et de Marseille, mais on connaît bien puisqu'on communique énormément entre médecins, notamment entre chirurgiens plasticiens. Mais on sait qu'il y a des rabatteurs, des rabatteuses la plupart du temps. Donc, dans les grandes banlieues des grandes métropoles françaises, et ils rabattent ces patients.
sur des injecteurs, des faux médecins en France, mais également dans d'autres pays. Hein? Avec de l'huile de paraffine, on ne va pas rentrer dans le débat du tourisme médical. Il y a bien entendu de très bons médecins en Turquie et c'est extrêmement choquant de penser qu'il y a des gens qui injectent de l'huile de paraffine. Malheureusement, ça existe. Peut-être pour vous donner une réponse indirecte. Il y a 2/3 des médecins injecteurs formés, compétents, qui ont vu des complications qui auraient pu très mal tourner s'ils n'avaient pas mis de hyaluronidase. Donc, voilà, les fake injectors, il y en aura 2/3 qui verront des complications. Et si on ne peut pas intervenir tout de suite, ce sont des catastrophes. Oui, ça sera plus que 2/3. Oui, pardon. Dominique. Des médecins, des chirurgiens formés qui, malgré leur formation sur des milliers d'injections, on va avoir une fois une complication qu'on gère. Merci, Adèle. Qu'on gère. Il y a autre chose. Moi, je sais qu'il y a eu au moins 2 cas d'accidents cérébraux potentiellement liés à des injections. Mais voilà, donc, on ne saura pas plus, mais il y a au moins 2 cas d'accidents cérébraux potentiellement liés. Tout ça, je ne vais pas vous donner plus de détails, mais là, un choc ou mais non, un embole. Thrombose. Des phénomènes d'embolie, voilà, qui vont jusque. On injecte dans le nez, le produit va dans le cerveau. Quand je dis en France, hein, je parle en fait, les zones multiples, comme on dit en Chine, c'est le nez, qui paraît qu'il est très dangereux. Et puis, oui, toutes ces zones-là. C'est très vascularisé. Oui. Absolument, madame. Ça va être des artères essentielles et on a des décès. Alors, une petite question. Est-ce que vous avez pensé, vous, en tant que groupement, je vois de faire une page Instagram quand même, je répète ma question, parce que si les jeunes voient les catastrophes comme ça, elles vont quand même peut-être y penser 2 fois, non? Parce que c'est franchement effrayant. Oui, mais madame, alors, médecins compétents en France, c'est extrêmement difficile. Comme le disait une de vos consoeurs, il y a des Instagrammeuses qui ont 3 millions de followers. Vous doutez bien qu'au niveau du syndicat des chirurgiens plasticiens français, c'est vrai qu'effectivement, les gens ne consultent notre site que quand ils ont un énorme problème. Donc, ceci étant, ça peut se discuter. Je vous dis, on aura déjà probablement une page dédiée sur notre site pour essayer d'accompagner les victimes et leur expliquer qu'il y a des solutions, comme l'a très bien expliqué Maître Fayon-Boulet. D'autres questions pour le docteur? C'est vrai que l'idée peut être intéressante. On pourrait mettre une page spontanément, ce n'est pas forcément vu beaucoup, mais qui peut être repostée, qui peut être partagée, et puis par les médias, et puis par... oui, ça peut être possible. C'est une voie. En ayant bien conscience que si on ne veut pas avoir les mêmes dérives qu'en Asie, avec les décès, les embolies cérébrales, etc., qu'il y a en Asie, il faut que l'État agisse. Et l'État a les moyens d'agir. On a une faille juridique. Il suffit de sortir un décret. Le décret, on connaît tout. Et alors, pourquoi est-ce que l'État n'agit pas? Parce qu'il y a des formations, il y a des DU de médecine esthétique, des DU de médecine anglaise, et qui ne sont pas reconnus par l'ordre des médecins. Comment ça se fait? Parce que c'est des DEU, madame. C'est pas un DEU, c'est un diplôme local qui n'a pas vertu d'être hospitalo-universitaire. Alors, il doit l'être par décret. Le décret doit être. Pourquoi, d'après vous, pourquoi l'État n'a toujours pas signé? Parce que c'est un dossier difficile, madame, et on peut pas, oui, voilà, on peut pas tout mélanger. Dominique, on va pas on va pas s'engager sur le ministère. On a dit voilà. Sur ce qu'il faut faire. Et l'autre problème aussi, c'est que quand vous interrogez les instances officielles, si vous demandez à la NSM est-ce qu'il y a des problèmes avec les injections et la sidérurgie, ils vont vous dire non, parce que tout simplement, ce que je vais expliquer tout à l'heure, c'est que quand il y a un problème, on ne sait pas ce qui a été injecté. Donc on peut pas. Déjà, quand c'est une fake injectrice,
l'incident, alors que les médecins le font spontanément. Alors, quand vous interrogez la NSF, ils vont vous dire, quand il y a des complications d'acide hyaluronique, c'est toujours des médecins. Ben oui, les médecins déclarent, évidemment, des complications graves. Donc, mais par contre, donc, les failles injectrices ne vont pas déclarer. Et puis, quand on a une complication de ce type, pas faire la déclaration. Si vous demandez aux autorités, on va vous dire très bien, madame le maire. Et c'est là que vous pouvez vraiment aider les Français, hein, aider nos concitoyens, parce qu'on sait exactement comment il faut le faire. Mais le ministère de la Santé, bah, c'est facile pour eux de s'occuper des médecins, des infirmières, mais s'occuper du grand public, bah, il faut sortir des textes, et les ARS, franchement, j'ai poursuivi l'ARS de Paris pour qu'elle agisse. Elle a gagné dans le tribunal administratif parce qu'elle n'avait pas les moyens d'agir. Bon, je veux dire, comment on protège les Français? Ils ont... On est en silo, on est cloisonné. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est décloisonner. Vous qui êtes des autorités de santé, occupez-vous de santé publique. Je crois que c'est vraiment le réel problème. Pour conclure avec ce que dit le docteur Debré, c'est vraiment une volonté politique d'intervenir en matière de prévention et de santé publique, tout simplement. Donc pour l'instant, il n'y a pas cette volonté. Et comme on l'avait bien dit dès le départ, à l'annonce de cette conférence, qu'il n'y ait pas 1 ou 2 morts en France dus à l'injection de produits illicites, parce que souvent en Asie, en plus, ce sont des produits illicites. Donc, on ne va pas revenir sur les cas asiatiques, mais effectivement, en Asie, c'est extrêmement compliqué. Beaucoup de produits interdits, beaucoup de produits illicites, beaucoup de produits industriels, non purifiés, etc. Et évidemment, par des gens qui n'y connaissent rien et qui injectent sans savoir. Y a-t-il... Il y a eu un autre scandale il y a quelques années avec les prothèses mammaires. Et les médecins alertés, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent décider d'arrêter, qui ont les moyens. Parce que, OK, Maître Frayot, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'aura jamais. Bon, très bien. Alors maintenant, je voudrais. En fait, l'idée est un temps long, et un temps de plusieurs années, et un temps qui ne sera jamais suffisant pour arrêter ces pratiques, à un temps administratif. On l'a vu dans le Covid, vous avez vu que les ARS, vous êtes soignant, vous n'avez pas fait votre dose, on vous arrête. Terminé, vous travaillez plus. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les ARS et la direction des PROD aient ces pouvoirs de dire vous n'avez pas le droit, on ferme. On ferme et vous payez. Et vous payez vous êtes condamné. C'est ça le problème, parce que les sanctions ne sont pas appliquées. Exactement. Et vous êtes un particulier, vous faites ça, vous êtes en train de faire ça, et bien c'est pire. Voilà. Donc, c'est pire ou c'est pareil d'ailleurs. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est grave et que les autorités administratives puissent agir, parce que ça, c'est des temps instantanés. Question maintenant pour le docteur Jacques Saboy, qui vous a parlé de consentement. Je ne sais pas si Jacques est encore en ligne, mais en tout cas, c'était clair qu'il est évident que sans information, il n'y a pas de consentement. C'est encore une des grandes malveillances de ces gens qui seront passés pour des médecins et qui font de l'exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire qu'ils n'y connaissent rien, ils injectent des produits auxquels ils peuvent vie en danger. Et il n'y a pas effectivement de consentement puisqu'il n'y a pas d'information. Un médecin vous dira, écoutez, votre lèvre, ce que vous me demandez, c'est trop de produits, on a quand même un petit risque vasculaire si on en met trop, etc. Ah bon, qu'est-ce que c'est, docteur, un risque vasculaire? Vous pouvez avoir un bleu, il peut y avoir une petite thrombose avec cicatrisation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Sur un nez multi-opéré, par exemple, oui, on peut être tenté de mettre quelques gouttes d'acide hyaluronique, mais il ne faudra peut-être pas en mettre trop parce que le nez aussi il a été multi-opéré. Et donc, la vascularisation de ce nez-là, elle est différente d'une vascularisation a priori dite normale. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Sabaï concernant madame? Mais peut-être qu'il faut. Alors, dites-moi, donnez-moi votre question. Je comprends que ça va être difficile de quantifier le nombre de victimes, et vous, dans les cabinets, du coup, vous en recevez qui viennent avec des séquelles directement. Est-ce que vous en recevez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Alors, c'est-à-dire que heureusement, on se parle entre nous. Donc là,
complications les plus graves dans les réseaux d'urgence hospitalière. Ils sont pris, et s'il y a une unité de chirurgie plastique, ben peut-être que le docteur Saboy peut répondre, s'il y a une unité de chirurgie plastique localement, privé, on les voit plutôt secondairement. Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux rajouter quelque chose? Oui, sur les... Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, on t'entend bien. Ouais. Alors, sur les complications, je crois que la complication majeure, c'est les défauts de résultats. Ça, on en voit beaucoup dans les cabinets qui viennent nous voir et souvent, on n'arrive pas à savoir quel est le médecin qui a injecté parce que souvent, il n'y a pas de médecin derrière. Donc, on nous demande de réparer des défauts de résultats sur une injection qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quel est le médecin ou chirurgien qui a injecté. Souvent, ce n'est pas un médecin. Et on ne sait pas quel est le produit qui a été injecté. Et c'est très vague. Donc, du coup, on ne peut pas avoir de traitement efficace puisqu'on ne sait pas ce qui a été fait et par qui ça a été fait. Les complications les plus graves, on les voit souvent tardivement. C'est-à-dire quand les patients arrivent pour une nécrose, c'est trop tard, la nécrose, elle est déjà là. Donc, du coup, il y a des traitements qui sont palliatifs, on va faire des soins locaux, mais le traitement en urgence à base de cortisone, d'acide, de hyaluronidase, tout ça, on ne peut pas le faire parce que c'est trop tard, ça doit être fait rapidement. Donc, des complications précoces, on ne les voit quasiment pas. Parce que les patients, ils pensent, et puis ils appellent la personne qui a injecté, qui leur dit « Mais non, ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger tout seul. » On les voit tardivement. Absolument. Merci, Jacques. Merci infiniment. Parce que ça, c'est important. Effectivement, il y a un grand délai dans le traitement de la complication parce qu'évidemment, l'injecteur ou l'injectrice dit « Ah ben non, ça va s'arranger. » Et puis ça ne s'arrange pas. Elles arrivent en urgence quand elles ont l'infection et que ça coule ou l'abcès se perce à la peau, par exemple. D'autres questions peut-être pour le docteur Poignonnec, pour moi-même ou pour le docteur Louafi? Merci Jacques. Quel autre produit en fait sont capables? Le problème, c'est qu'on ne sait pas la composition exacte du produit. Parce que c'est un produit qui est injecté, c'est confortable, le manteau, donc ça peut être de l'huile de paraffine. Le silicone est interdit en France depuis des années, donc ça devrait plus autorisé. Mais à une époque, dans les années 30, mais 1930 quand même. Ça fait un peu loin. Après, tous les produits non résorbables sont interdits aussi maintenant. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait tout. Je ne vais pas citer de nom, mais tous des produits avec des microbilles, avec plein de choses, maintenant sont interdits quand même. On est d'accord. Mais qui est mal injecté dans les mauvais plans. Voilà. Oui, mais ça peut être aussi des contrefaçons, madame, puisque on a notamment au niveau des produits de comblement pour le corps, on se rend compte qu'il y a des patients qui disent « j'ai été injecté par tel produit ». Mais bon, alors, mais de toute façon, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, même si le produit est autorisé, s'il n'est pas injecté correctement avec la parce qu'en rentrant dans la peau, vous introduisez un petit germe qui était inoffensif à la surface et qui devient agressif en profondeur puisque ce produit de comblement se comporte comme un corps étranger à l'intérieur de votre corps. Et là, on touche à un deuxième problème, justement, c'est le problème que, par exemple, quand on parle du botox, de la toxine botulique, vous ne pouvez pas vous procurer de la toxine botulique si vous allez en pharmacie demain ou si vous allez sur Internet. Vous ne pourrez pas. Il faut être médecin, il faut de certaines spécialités. Et pour l'acide hyaluronique, vous pouvez vous le procurer en pharmacie, vous pouvez faire le test. Et il y a même des pharmacies, alors il y a des distributeurs sur Internet qui sont enregistrés ou pas enregistrés, et puis il y a même des pharmacies qui le vendent à des particuliers, raison pour laquelle on a saisi le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en disant en ordonnance qu'un pharmacien peut se permettre de vendre 5 boîtes ou 10 boîtes ou même une boîte à un particulier qui n'a pas acheté une boîte d'acide hyaluronique. Parce que c'est pour faire quoi? Ça, c'est pour
se l'auto-injecter, soit c'est pour l'injecter à quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas un médecin aller acheter deux boîtes d'acide hyaluronique et revenez le voir. Ça n'existe pas en pratique, ça pourrait se faire, mais ça n'existe pas. C'est légal, il faut faire l'ordonnance à ce moment-là. On a aussi dans la région centre identifié un réseau avec de la production. On a des producteurs légaux, mais qui est parallèle et qui transporte de l'acide hyaluronique et qui le distribue sur place, qui l'achète en gros et qui le distribue sur place. Donc c'est de la contrebande dans les quartiers. C'est de la contrebande. C'est de la contrebande. Maintenant, c'est de l'acide hyaluronique en vrac. Il y a un process et chaque acide hyaluronique a ce qu'on appelle une rhéologie particulière, c'est-à-dire une possibilité particulière de stérilisation. Et là, c'est l'acide hyaluronique en vrac qui n'est pas traité et qui passe par des réseaux. Voilà. Et nous, on reçoit des témoignages. Il y a des injections d'acide hyaluronique qui sont dans des espèces de grandes seringues métalliques, des seringues en métal, alors que les fabricants produisent de l'acide hyaluronique dans des seringues transparentes. Et là, on reçoit des seringues en métal, de grosses seringues en métal, dans lesquelles il y a un produit, on pense que c'est de l'acide hyaluronique, et qui est balancé comme ça, probablement avec la même seringue. Sans doute, on pense avec les mêmes aiguilles, ce que je vous ai expliqué pour les problèmes de gestion, de gestion tout simplement de stock d'aiguilles. Parce que si vous avez, parce qu'on parle parfois de. Dans certains cas, on a des témoignages, on parle de 20 injections par jour. Ce n'est pas une ou deux injections, c'est des personnes qui, dans leur cuisine, font 20 injections dans la journée. Donc, vous comprenez qu'à un moment, ça pose un problème logistique d'aiguilles qu'il faut acheter, d'aiguilles qu'il faut jeter. Donc, si vous voulez, on peut aller au plus. Indépendamment même de ce qu'on voit, qui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, il y a tout un problème en dessous qui n'apparaît pas, si vous voulez, et qui va forcément apparaître, mais qui est caché. Oui. Souvent, ce sont des villes, il y a quand même un système de. Le hyaluronique, c'est simple, il a été interdit en France par la NSM. Elle a demandé à ce qu'il soit retiré du marché et pas utilisé. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait pour. Sur la page du hyaluronique, il disait, le fabricant disait, on vous vend le hyaluronique, vous vous débrouillez avec, ce n'était pas mis comme ça, mais nous, on est responsable de rien, on ne veut pas savoir ce que vous en faites, et voilà. C'était comme ça, c'était écrit comme ça. Nous, on vous vend le hyaluronique, on ne veut pas savoir ce que vous en faites, on est responsable de rien. Circulez. Le hyaluronique a été utilisé. Il y a eu aussi des problèmes avec des complications, des hématomes, des nécroses. Ça a été arrêté, mais en fait, ça a été la voie d'entrée, si vous voulez, ce hyaluronique, ça a été cette espèce de voie d'entrée des esthéticiennes et des particuliers dans ce domaine. C'est-à-dire qu'au début, il y avait la bonne. Voilà, je fais juste avec un stylo. Et là, elles se sont rendues compte de la faille dans le système, la faille énorme, qui est que n'importe qui peut acheter n'importe quelle quantité d'acide hyaluronique sans avoir besoin de rien justifier. Et quand elles se sont rendues compte de la faille énorme, eh ben, le jour où les rendu compte aussi que ça ne marchait pas et que ça faisait des complications, elles ont arrêté et elles sont passées carrément aux aiguilles. Et vous avez des comptes Instagram où maintenant, elles se vendent, elles font de la publicité pour dire qu'elles font des rhinoplasties médicales. Sans complexe. Rhinoplastie manifeste, c'est illicite, c'est manifeste, mais il y a un sentiment d'impunité, si vous voulez. Il y a une totale impunité. Et comme en plus, elles sont renforcées par ces blogueuses, et bien voilà, ça donne. Et puis, il n'a pas du gain. C'est parce que vraiment, c'est non seulement de la malhonnêteté morale, intellectuelle, mais c'est la pas du gain. Parce que, quand même, certaines qui nous aident, et on a aussi des blogueuses qui ne nous aident pas, illégales de la médecine, elles touchent de l'argent. Et ça, c'est vraiment extrêmement choquant moralement.
est totalement inadmissible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on agit pour éviter qu'on ait bientôt des... Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des profits énormes qui peuvent être faits avec l'acide hyaluronique. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux, l'acide hyaluronique est vendu très cher aux médecins parce qu'il est très contrôlé, très réglementé, etc. S'il est acheté, il coûte presque rien. Donc, le producteur le distribue dans des quartiers, et ensuite c'est injecté dans le quartier et on a les grands frères qui font des édous. Alors, pourquoi on dit que c'est exponentiel? Parce qu'il y a 2 ou 3 ans de ça, d'incidents, et ce n'était pas énorme. Là, tous les médecins qui injectent en voient maintenant. C'est indirect, on n'a pas de chiffres. Mais avant, c'était, tiens, je connais quelqu'un qui a vu. Non, tout le monde a vu. C'est pour ça qu'on dit que c'est exponentiel, mais on ne peut pas le quantifier. Est parfaitement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si vous interrogez tous les médecins esthétiques, tous les chirurgiens plasticiens qui font des injections qu'on font régulièrement, il n'y en a pas un qui n'a pas vu à son cabinet arriver une patiente avec une complication en général bénigne, ce qu'expliquait très bien le docteur, ou des problèmes esthétiques, mais parfois des complications plus graves, avec en particulier des inflammations chroniques, parce qu'on ne sait pas quel produit a été injecté, qu'on ne peut pas injecter la hyaluronidase parce qu'on ne sait pas le produit qui a été injecté, et des inflammations chroniques qui, au visage ou dans les fesses, qui vont... Voilà. Et les complications les plus graves, par contre, effectivement, celles-là, elles arrivent directement aux urgences, elles arrivent dans les services hospitaliers, mais on commence à avoir des remontées des services hospitaliers qui nous disent on a vu tel et tel problème, et je vous ai parlé, par exemple, des accidents cérébraux. Voilà, c'est-à-dire on est en amont, on voit en amont, mais on sait que le volume augmentant, ça va se terminer comme en Asie. Alors, Patricia, tu avais une question. On a une question, voilà. Lynn, femme, attends, Lynn, femme, je te mets ton micro, je te réactive le micro. Alors, vous m'entendez? Voilà, on t'entend. Oui, bonjour, Lynn Femme. Je voulais savoir, pour avoir un peu une idée de l'importance de que toute votre démarche représente, combien à peu près d'enquêtes sont en cours actuellement? Pardon? Des enquêtes. D'enquêtes sont en cours actuellement. Laetitia, combien d'enquêtes d'enquêtes sont en cours? Les plaintes sont déposées. Donc, oui, mais ça représente quoi? Paillon Boulet ne s'occupe pas de tous les plaignants. On ne peut pas forcément se plaindre par injectrice. Il faut que tu te lèves de ton... Là, pour le moment, on a 9 plaintes de déposées concernant 9 injectrices en cours. Mais si vous voulez, le syndicat de chirurgie plastique ne peut pas à lui seul porter plainte contre... On ne peut pas déposer 200 plaintes. Contre 200 injectrices illégales. On n'a juste pas les moyens de faire ça. C'est tout. Il faut des constats d'huissier, il faut des plaintes au pénal. Associé à des plaintes qui sont déposées par des victimes directes, c'est facile à faire. Nous, aller identifier des fausses injectrices, ensuite être autorisés à constater l'existence de leur compte Instagram, parce qu'il nous faut des preuves, on ne peut pas déposer plainte sans preuve. Donc, les victimes, elles ont des preuves assez... Nous, on n'a pas de dossier, on part de zéro. Donc, le seul dossier qu'on a, c'est les comptes qu'on va identifier. Sauf qu'on ne peut pas produire des comptes comme ça en faisant des simples copies écran. Il faut quand même qu'on soit autorisé à constater par voie d'huissier le compte. Donc, tout ça, c'est un préalable qu'on doit engager à chaque fois qu'on identifie un compte. Nos plaintes, elles sont en cours. On a notamment dénoncé chacune de ces plaintes à l'ARS et à la DGCCRF aussi, parce qu'effectivement, comme le disait Dr Louafi, derrière le simple exercice illégal de la médecine, il peut y avoir d'autres infractions beaucoup plus particulières. Il a été injecté sur de la concurrence déloyale, enfin, il peut y en avoir beaucoup. Donc, on a dénoncé systématiquement, on a adressé copie de la plainte déposée à la DGCCRF et à l'ARS. Merci, Maître Laetitia Paillon-Boulet. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Sylvie Poignonnec?
Tout compris. Ah bon, écoutez, on est ravis. Vous avez vu, c'est des complications gravissimes. Hein. Des questions pour le docteur Loifi ou pour moi-même? C'est terminé. Moyenne d'âge, madame? C'est plutôt des patientes jeunes. Jeunes, 16-25 ans. La tranche d'âge, c'est 16-25. Il faut savoir que... Oui. Ça passe la génération du dessus, aux mères de ces filles-là. Absolument. Ça commence effectivement. Les mères viennent. Monsieur, vous pouvez nous apporter de l'eau, s'il vous plaît? Oui, ça c'est ça. Mais on va dire qu'après la trentaine, ça commence à devenir plus dans un milieu professionnel et qu'elle se rend compte que pour toute profession, il y a un certain nombre de normes, de règles, de réglementations et qu'on fait pas. Mais pas toujours. Mais effectivement, on s'adresse à un public qui est plus fragile. Absolument. Absolument, qui est un public plus fragile. Alors, je viens d'apprendre qu'on avait des Instagrammeuses dans la salle. Est-ce que mesdames, vous voulez témoigner? Parce que si vous êtes là, venez nous dire quelque chose. Nous, c'est important parce que c'est vrai qu'on le vit mal. Une question. Est-ce qu'on peut, oui, le service des fraudes peut-il être saisi? Sur ce que font les parents des ados. Vraiment, madame, je ne connais pas, mais vous vous présentez. Et puis donc, Audrey, qui manifestement est Instagrammeuse. Voilà, et c'est bien, et merci d'être là, parce qu'effectivement, vous avez des copines, entre guillemets, enfin, vous avez d'autres dames ou des messieurs qui font Instagrammeurs. De la publicité pour ces actes dangereux, et ça, c'est pas bien, parce que on met la vie des patients en danger. Donc, je sais pas, si vous avez des choses à nous dire en plus. Alors, moi, en fait, j'ai ouvert une page Instagram il y a 2 ans. Parce que je me suis étonnée de certaines pratiques qu'il y avait sur... Vous écoutez, s'il vous plaît. Je vous en prie. On est tous testés. Je le dis parce qu'il y a une dame qui n'a pas parlé tout à l'heure. Enfin bon, on ne vient pas à une réunion professionnelle ou une réunion tout simplement sans test. Hein. Voilà. Allez-y, madame, je vous en prie. Donc, je m'appelle Audrey. J'ai une page Instagram que j'ai ouverte il y a 2 ans et je l'ai ouverte parce que j'ai constaté justement de la part de gros comptes qui ont plusieurs millions d'abonnés. Donc au départ, je ne me suis pas forcément focalisée sur la pratique illégale de la médecine et j'étais plutôt sur la mise en avant de sites frauduleux. Et puis un jour, il y a une victime d'injection justement qui m'a contactée avec une Ouais, j'ai vu des vidéos, c'était franchement pas très joli. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu. J'ai commencé à creuser. Je me suis renseignée du coup sur la médecine esthétique. J'avoue, j'avais jamais mis mon attention, en tout cas, sur ce sujet-là. Et depuis, je pense que je connais bien les règles qui s'appliquent à la médecine esthétique. Je fais régulièrement des publications en lien avec cette thématique-là. J'ai des contacts avec la DGCCRF, avec un service qui s'occupe du marketing d'influence et ils sont alertés aussi de ma part. Merci. Donc, merci, parce que nous, quand on alerte, on peut-être... Il faut qu'on partage nos adresses, il faut qu'on partage cette volonté de combattre tous ces gestes qui sont terriblement dangereux. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Moi, j'ai vu pas mal de complications. Du coup, et c'est franchement, ça fait. Vous avez vu les patients qui ont eu qui se sont rapprochés de vous parce que peut-être Audrey, elles étaient moins affolées. Est-ce que finalement, de ces patientes-là, est-ce que quelqu'un est allé au bout d'une plainte, d'une protestation au moins officielle? Oui. Oui, très bien. Lyon Saint-Étienne, il y a des filles qui sont très actives parce qu'elles sont tombées sur un salon qui faisait du blanchiment dentaire, des injections d'acide hyaluronique. Et ce que je voulais juste dire en complément de ce que vous avez dit, c'est que régulièrement, elles se font passer pour des médecins. À la confiance, on se dit, c'est quelqu'un qui fait partie du monde médical, donc on va y aller. Sauf que finalement, on se rend compte qu'elles ne parlent pas français, qu'elles n'ont pas de cabinet. C'est un peu n'importe où, souvent dans des Airbnb d'ailleurs, j'ai remarqué, parce que j'en ai contacté beaucoup, moi, des fausses injections.
Enfin bref, je fais quelques petits trucs comme ça. Je me dis, c'est bien, perdre du c'est temps. le seul moyen. C'est le seul moyen. Voilà. Mais franchement, merci de faire ce travail-là parce qu'il faut quand même savoir que nous, on avait dans nos contacts une personne qui avait un compte Instagram avec des fake injectors qui référençait, et ben, cette personne a subi des pressions, des menaces. Mais terrible. Oui, absolument. Et la personne a fini par fermer le compte. Bah, moi, j'ai trouvé en fait une parade, c'est-à-dire que je cache. Vous êtes sous pseudo. Alors déjà, j'ai un pseudo, mais on me connaît un petit peu parce que j'ai déjà fait un petit peu de rapport à ces alertes que je lance dans différents sujets. Et je cache systématiquement le nom des comptes, donc ça revient à ce que nous disait Maître. Personne ne voit le nom de l'injectrice, en tout cas sur ma page. Et moi, je donne le nom aux autorités s'il le faut, mais sur ma page. Parce que, comme l'a bien expliqué Maître Fayon-Boulet, le seul moyen qu'on puisse agir, c'est de repérer ces comptes, de les suivre, de faire un constat d'huissier et en fonction de la gravité, ben, on peut mener des procédures. Exactement. Ouais. C'est le seul moyen légal que nous ayons, donc il ne faut pas le contrarier. Nous, on veut bien marcher en équipe avec chacun d'entre vous. Hein. Moi, je veux bien un petit café, monsieur. Merci. Mais du coup, c'était l'objectif quand Stéphane m'a contacté, c'était de faire une Amélie qui fait ça. Une Amélie. On s'adresse à sa fille sur les gamins. Chacun va Merci. Merci. Comme le mot de la fin d'une de vos consoeurs, il faut que ça cesse. Merci d'être venu et ben, on travaille ensemble. C'est d'interdire. Audrey, je vais vous donner mes coordonnées, madame Fayon. Ah, tu as tout. Maître Fayon, hein. Il n'y a plus de Maître Fayon-Boulet. C'est Maître Fayon.